Un soir de juin, dans une petite ville tranquille de Provence, une robe blanche est retrouvée tachée de sang au bord d'un lac. La mariée a disparu, et demain, elle devait dire oui. Élise Moreau avait 32 ans, belle, lumineuse, aimée de tous. Son mariage avec Thomas Bergeron devait être l'événement de l'année. 300 invités, un château du XVIIIe siècle, des fleurs partout. Le rêve. Sauf que, la veille du grand jour, Élise n'est jamais rentrée de sa soirée d'enterrement de vie de jeune fille. À minuit, son téléphone s'est éteint. À 2h du matin, une promeneuse a trouvé sa robe de mariée abandonnée près du lac des Brumes, à 15 km du centre-ville. Et dans les plis du tissu, du sang. Beaucoup de sang. Les gendarmes ont immédiatement lancé les recherches. Mais aucune trace d'Élise. Pas de corps, pas de témoins. Juste cette robe fantôme, comme une mise en scène macabre. Et très vite, une question s'impose. Est-ce un kidnapping, un accident, ou quelqu'un voulait-il empêcher ce mariage à tout prix? L'enquête commence par interroger les proches. Et là, tout se complique. Parce que derrière l'image parfaite de ce couple, il y a des fissures, des secrets, des mensonges. D'abord, il y a Thomas, le fiancé. 35 ans, entrepreneur dans l'immobilier, séduisant, charmeur, le genre d'homme qui sait parler, qui sait convaincre. Mais sous le vernis, quelque chose cloche. Les enquêteurs découvrent qu'il a contracté des dettes énormes, plus de 300 000 €, des investissements ratés, des prêts non remboursés, et surtout une assurance vie, une assurance au nom d'Élise, montant 500 000 €. En cas de décès avant le mariage, c'est la famille qui touche. Après le mariage, c'est lui. Thomas nie tout. Il pleure devant les gendarmes, dit qu'il l'aimait plus que tout. Mais les chiffres, eux, ne mentent pas. Ensuite, il y a Clara, la meilleure amie d'Élise. 29 ans, coiffeuse. Toujours là pour elle depuis le lycée. C'est elle qui a organisé l'enterrement de vie de jeune fille. C'est elle qui était avec Élise ce soir-là. Et c'est elle qui, étrangement, a été la dernière à la voir vivante. Clara raconte qu'elles étaient toutes dans un bar du centre-ville, qu'elles ont bu, ri, dansé. Vers 23h, Élise aurait dit qu'elle avait besoin de prendre l'air. Elle est sortie, et elle n'est jamais revenue. Clara affirme avoir attendu une demi-heure, puis être rentrée chez elle, pensant qu'Élise avait appelé un taxi. Mais tu vas voir, rien n'est aussi simple qu'il n'y paraît. Car les enquêteurs trouvent des messages sur le téléphone de Clara. Des messages qu'elle a effacés. Des messages envoyés à Thomas, le soir même de la disparition. Et dans ces messages, un mot revient. On doit parler, maintenant. Puis il y a Mathieu, l'ex-petit ami d'Élise, 34 ans, mécanicien, visage fermé, regard sombre. Ils sont sortis ensemble pendant 6 ans. Une relation passionnée, toxique, violente parfois. Mathieu ne supportait pas qu'elle le quitte. Quand Élise a annoncé ses fiançailles avec Thomas, il a harcelé, menacé, supplié. Il a même débarqué chez elle un soir, complètement ivre, en hurlant qu'elle faisait une erreur, qu'elle lui appartenait. Élise a dû porter plainte. Une ordonnance d'éloignement a été prononcée, mais le soir de sa disparition, une caméra de surveillance l'a filmée, à 2 km du lac des Brumes, à 23h15, pile au moment où Élise quittait le bar. Mathieu prétend qu'il roulait simplement vers chez lui, que c'est un hasard, mais les gendarmes ne croient pas au hasard. Et puis, il y a Isabelle, la mère d'Élise, 60 ans, froide, distante, presque glaciale. Une femme qui n'a jamais aimé Thomas. Elle trouvait qu'il n'était pas assez bien pour sa fille, pas assez sérieux, pas assez stable. Elle avait même menacé de boycotter le mariage. Mais il y a autre chose, quelque chose que personne ne savait. Isabelle a hérité d'une fortune colossale à la mort de son propre père, près de 2 millions €. Et dans son testament, une clause étrange. Si Élise se marie, la moitié de cette fortune lui revient automatiquement. Si elle ne se marie pas, tout reste à Isabelle. Les enquêteurs fouillent dans ses comptes bancaires. Et là, surprise, Isabelle est ruinée. Des dettes de jeu, des placements catastrophiques. Elle était au bord de la faillite. Et si Élise épousait Thomas, elle perdait tout. Maintenant, revenons à cette fameuse soirée. Les gendarmes reconstituent chaque minute. À 22h, Élise est au bar avec Clara et 5 autres amis. Elle semble heureuse, détendue. Elle commande un mojito, elle danse, elle rit. À 23h, elle reçoit un appel. Un appel qui dure 2 minutes. Son visage change, il devient pâle, nerveuse. Elle dit quelque chose à Clara, sort du bar précipitamment. Clara affirme ne pas savoir ce qu'elle lui a dit, mais une des autres filles se souvient. Elle a entendu Élise murmurer « Je dois y aller, il faut que je règle ça maintenant ». Qui l'a appelée ? Les enquêteurs vérifient.
Le numéro est masqué. Impossible à tracer. À 23h30, une caméra de station-service filme une voiture blanche roulant vers le lac des Brumes. Une Peugeot 208, la même que celle de Clara. Clara jure qu'elle était rentrée chez elle à ce moment-là, mais elle n'a aucun alibi. Elle vivait seule, personne ne peut confirmer sa version. À minuit 10, un jogger entend des cris près du lac, des cris de femmes. Il se dirige vers le bruit, mais quand il arrive, plus rien. Juste le silence. Et cette robe blanche, abandonnée au bord de l'eau. Les analyses du sang sur la robe révèlent qu'il appartient bien à Élise. Mais pas seulement. Il y a un autre ADN. Un ADN masculin. Les enquêteurs comparent avec les suspects. Thomas? Non. Mathieu? Oui. Son ADN correspond. Mathieu est immédiatement placé en garde à vue. Il craque. Il avoue qu'il l'a suivi ce soir-là, qu'il voulait juste lui parler, qu'il l'a vu sortir du bar, monter dans une voiture, qu'il a essayé de la rattraper. Il s'est garé près du lac. Il l'a vu, debout, face à quelqu'un. Il a entendu des voix, des cris, mais il jure qu'il n'est pas intervenu, qu'il a eu peur, qu'il est parti. Sauf que son histoire ne colle pas, parce que les traces de sang sur la robe montrent qu'il y a eu lutte, bagarre, violence. Et pourtant, un détail va tout changer. Les enquêteurs examinent la robe plus attentivement. Et là, ils trouvent quelque chose d'étrange. Un morceau de tissu coincé dans une déchirure. Un tissu qui ne fait pas partie de la robe. Un tissu bleu foncé, comme celui d'un uniforme de travail. Mathieu ne portait pas d'uniforme ce soir-là. Mais les gendarmes se souviennent. Thomas, lui, venait d'un chantier ce soir-là. Il portait une veste de travail, bleue, foncée. Il retourne l'interroger. Cette fois, Thomas ne pleure plus. Il se tait. Et dans son silence, quelque chose se brise. Les enquêteurs fouillent sa voiture et dans le coffre, ils trouvent une bâche tachée de boue et de sang. Le même groupe sanguin qu'Élise. Mais Thomas n'avoue rien. Il dit que c'est un coup monté, que quelqu'un veut le piéger. Et tu sais quoi? Il a peut-être raison. Parce qu'en fouillant plus loin, les enquêteurs découvrent un message vocal sur le téléphone d'Élise. Un message laissé par Clara. Un message enregistré quelques heures avant la disparition. Et dans ce message, Clara supplie Élise de ne pas se marier. Elle pleure. Elle dit qu'elle l'aime, qu'elle a toujours été amoureuse d'elle, que Thomas ne la mérite pas, qu'elle va tout gâcher si elle épouse cet homme. Clara est de nouveau convoquée. Elle s'effondre. Elle avoue qu'elle était obsédée par Élise, qu'elle ne supportait pas l'idée de la perdre, qu'elle a tout fait pour saboter ce mariage. Elle avoue même avoir envoyé des messages anonymes à Thomas pour le faire douter, mais elle jure qu'elle n'a pas tué Élise, qu'elle voulait juste la faire changer d'avis. Alors, qui dit la vérité ? Un indice oublié pourrait bien tout révéler. Les plongeurs de la gendarmerie fouillent le lac pendant des jours. Et au bout d'une semaine, ils trouvent quelque chose. Un sac lesté de pierres. Et dans ce sac, un téléphone. Le téléphone d'Élise. Les enquêteurs l'analysent et là, ils découvrent le dernier appel qu'elle a reçu, celui qui l'a fait sortir du bar. L'appel venait d'un numéro qu'elle avait enregistré sous un faux nom, un numéro qu'elle appelait régulièrement, un numéro qui appartient à Isabelle, sa propre mère. Les enquêteurs comprennent. Isabelle a appelé sa fille. Elle lui a dit de venir la rejoindre au lac. Élise y est allée pensant que sa mère voulait enfin faire la paix avant le mariage. Mais quand elle est arrivée, ce n'était pas pour parler. C'était pour l'empêcher de se marier, pour protéger son héritage, pour tout garder. Isabelle est arrêtée, mais elle nie. Elle dit qu'elle a bien appelé Élise, qu'elle voulait lui parler, mais qu'elle n'est jamais venue, qu'elle a attendu, que personne n'est venu. Et les enquêteurs n'ont aucune preuve qu'elle était au lac ce soir-là. Aucune trace, aucun témoin. Alors voilà où on en est. Une robe tachée de sang, un corps introuvable, 4 suspects, 4 mobiles, Thomas et ses dettes, Clara et son amour obsessionnel, Mathieu et sa rage, Isabelle et son héritage.
Chacun avait une raison de vouloir empêcher ce mariage. Chacun était là d'une manière ou d'une autre cette nuit-là. Mais un seul a fait disparaître Élise. Et toi, d'après les indices, qui penses-tu être le coupable? Dis-le en commentaire. Abonne-toi pour la prochaine enquête, elle risque de te retourner le cerveau.